Bonjour ma petite famille ésotérique, j'espère que vous allez bien, que comme d'habitude vous avez bien travaillé. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les questions que vous posez et je vois que certains et certaines évoluent très favorablement dans le sens qu'ils souhaitent, dans le sens de leur idéal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de l'idéal ésotérique. On a tous un idéal dans la vie. En général, c'est quelque chose qu'on souhaite atteindre et réussir le mieux possible. Le mieux possible, oui, mais par rapport à quoi? Ce désir d'idéal est souvent un piège parce qu'il peut nous faire tomber dans la comparaison, donc la valorisation et par là même forcément la dévalorisation. L'idéal ésotérique ne peut pas juger en valeur et même pas se juger du tout. Il appartient à d'autres notions et son seul but doit être d'atteindre toujours plus la sérénité, la paix intérieure, la seule qui puisse nous apporter la complétude, c'est-à-dire le sentiment de ne manquer de rien, d'être connecté à son âme et d'être toujours accompagné. C'est dans ce sens que je vais utiliser l'expression d'idéal ésotérique, qu'il ne faut pas confondre avec le mysticisme. Le mysticisme, c'est le besoin de s'unir à une figure généralement religieuse qu'on ressent et par laquelle on se laisse guider. Le mysticisme tient plutôt de la médiumnité, parfois même de la maladie mentale. L'ésotérisme, c'est une étude de l'invisible qui demande beaucoup de travail personnel et de renoncement. Entre autres, il faut renoncer au piège de l'ego. Ça exige de la volonté et l'acquisition de dispositions particulières. Ainsi, dans la voyance, le degré normal de discernement est multiplié, démultiplié même. Par contre, le mysticisme ne dépend pas de la volonté, mais plutôt de la pureté d'esprit. Mais on peut aussi y accéder par les pouvoirs ésotériques. Mais posséder des pouvoirs ésotériques, ça ne suffit pas pour faire de l'ésotérisme ou de l'occultisme. Il faut en plus une grande moralité, un bon équilibre psychique pour ne pas tomber dans les abus de l'hypertrophie du moi et du pouvoir. En ce sens, l'ésotérisme est différent du mysticisme parce que l'ésotérisme, c'est quelque chose qu'on travaille, alors que le mysticisme, c'est quelque chose qui vient sur nous. On a des apparitions, on se sent connecté aux êtres supérieurs, donc c'est différent et il me semblait important de l'expliquer. Ensuite, l'idéal ésotérique, ça doit respecter la tradition, ce qu'on appelle la tradition avec un grand T. Et la tradition, cette tradition-là, c'est l'enseignement de base qui a été mis en place par certains grands occultistes, entre autres un des premiers, Hermès Trismégiste, qui a entre autres écrit la Table d'Émeraude, qui est un résumé de l'enseignement occulte de l'époque. La tradition reste la même parce que son but est toujours le même, qui est l'initiation à la réalisation spirituelle. L'initiation, elle est toujours d'ordre divin, extérieur à l'humain. L'adepte ne peut que se préparer consciemment à recevoir cette initiation qui lui offre des méthodes adaptées, utilisables au quotidien avec un minimum de concentration, mais en maintenant toujours l'ancrage dans le réel, la base de la vie terrestre. Très important, étudier l'ésotérisme ne doit jamais nous empêcher de rester ancrés dans la réalité physique. La tradition n'a pas besoin de s'adapter au modernisme parce que c'est un travail d'amélioration de soi-même. Par contre, les outils peuvent se moderniser, comme par exemple vaporiser des huiles essentielles, plutôt que brûler de l'encens.
On peut moderniser les outils et les méthodes de travail, mais la tradition ne se modernise pas, ce n'est pas la peine, puisqu'elle consiste à travailler sur soi-même. Et la pratique régulière est essentielle, surtout au niveau de la concentration. Et ça permet de nous atteindre les autres, ça nous permet d'atteindre les autres plans d'existence. L'idéal ésotérique travaille sur les différents plans. Je pense que vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur les plans invisibles. Chaque événement relève de 4 plans. Le plan spirituel, le plan mental, le plan astro-éthérique et le plan physique. Ces plans varient en proportion, mais ils s'interpénètrent, comme s'interpénètrent le son, la lumière et l'odeur sur le plan physique. Notre monde en 3 dimensions est la matérialisation des plans subtils. C'est une coagulation de l'esprit, de l'éther mental, de l'astral. Ces plans subtils sont à l'origine de tout problème physique dans des proportions diverses qu'il faut bien définir, parce qu'un problème d'origine spirituelle ou un problème d'origine astrale ne peuvent pas se traiter de la même façon, parce qu'ils n'appartiennent pas au même plan. Beaucoup de formes d'existence n'entrent jamais dans le plan physique, elles restent au stade de ce qu'on appelle le hasard. Pourtant, certains événements peuvent sortir du mécanisme cause-effet. On peut alors faire descendre ces forces sur le plan physique grâce au travail ésotérique. C'est ce qui se passe entre autres dans tout ce qui concerne le travail sur les fantômes, sur les énergies négatives de l'astral. Chaque plan possède ses propres lois que nous ne pouvons pas transformer, juste utiliser ou orienter. Chaque plan dépend de l'esprit du plan supérieur, qui peut aussi être limité par la volonté de l'entité que nous appelons Dieu. L'esprit divin dépend du royaume des cieux. L'esprit humain dépend du royaume de l'esprit, plan mental. Les émotions et les instincts dépendent du monde astral. Les corps subtils et éthériques, denses, physiques, dépendent du monde de la Terre et du plan physique, ce qu'on appelle notre monde en 3 dimensions. L'idéal ésotérique, ça se fonde sur certains principes. Un des principes dit que les états d'esprit agissent sur nous, mais leur action est invisible de l'extérieur. Chaque ambiance est émise par l'esprit humain. Si vous vous sentez triste ou joyeux, ça vient de l'état d'esprit. Nous ne devons pas subir nos réactions face aux influences négatives, mais nous devons les maîtriser, car on ne peut agir sur le plan mental que s'il cesse d'agir sur nous. C'est ce que nous apprend entre autres l'ésotérisme. C'est nous qui devons décider de nos pensées. Ensuite, un 3e principe, maîtriser notre environnement commence par la maîtrise de nous-mêmes et de notre plan mental, parce que moins l'environnement aura d'importance pour nous, plus nous pourrons l'influencer. Donc c'est à nous d'agir sur un environnement. Si par exemple notre environnement nous semble triste, c'est à nous d'agir pour le rendre gai. Si notre environnement nous semble malchanceux, c'est à nous d'agir pour le rendre chanceux. Et ça, nous pouvons le faire. L'ésotérisme nous apprend à l'utiliser, à le faire, mais on peut le faire sans passer par l'ésotérisme. C'est aussi une question d'état d'esprit. L'idéal ésotérique demande un certain travail. Tout travail ésotérique devrait commencer par une méditation sur le dévouement des intéressés et la formulation exacte de ce qu'on souhaite. Si on ne sait pas ce qu'on demande, si ce n'est pas précis, on ne pourra pas l'obtenir. Donc, soyons toujours très précis sur ce qu'on demande, parce que là-haut, il faut qu'ils sachent exactement ce qu'on veut.
Donc ce travail commence par une méditation sur le dévouement désintéressé et la formulation exacte de ce qu'on dit. C'est inutile de passer des heures. Une méditation courte mais sincère vaudra toujours mieux qu'une longue méditation en pensant à autre chose. Ensuite, il faudra méditer sur la formule pouvoir infini, harmonie absolue, durée éternelle. Elle doit devenir un leitmotiv, un mantra. En le répétant, il attendra et programmera le subconscient en contact avec l'infini. Pouvoir infini, harmonie absolue, durée éternelle. Je vous ai déjà donné d'autres mantras, entre autres silence, patience, confiance. Si vous vous souvenez, répéter ces formules, ça permet d'atteindre le subconscient et de le programmer en accord avec l'infini. Ensuite, prévoyons une réalisation heureuse et rapide à notre demande. Parce que si on programme sans y croire, c'est pas la peine. Si je programme en sachant d'office ou en croyant d'office que ça ne va pas arriver, ben, ça n'arrivera pas. Donc, je prévois une réalisation heureuse et rapide de ma demande. Ensuite, l'idéal, ça serait d'arriver au stade où plus rien ne nous touche émotivement. C'est le principe du tout est parfait. Difficile à comprendre, mais indispensable. Nous vivons dans un plan de 3e dimension, donc nous ne savons pas tout. Ensuite, analyser quelle erreur personnelle nous a mis dans cette situation. Ensuite, chercher à développer les qualités qui corrigeront ces erreurs. Pourquoi j'ai toujours un problème digestif? Parce que je mange trop de chocolat. Comment puis-je faire pour arrêter de manger du chocolat au lieu de me bourrer de médicaments pour ne plus avoir mal au ventre? Ensuite, apprendre à accepter que certaines situations soient inévitables pour savoir résister à toute réaction émotionnelle. Ce que nous faisons de positif ne va pas forcément nous ramener du positif et ne va pas forcément nous récompenser. Donc, savoir aussi accepter ces situations extrêmement frustrantes au niveau de l'ego, mais qui sont toujours pleines de messages. Ensuite, très important, éviter la peur qui n'existe que dans notre imagination. Pour ça, il faut la remplacer par l'amour. Chaque fois que vous êtes dans une situation de peur, pensez amour. Amour, lumière. La peur et l'amour ne peuvent pas cohabiter dans le mental. C'est pas possible. C'est l'une ou l'autre. Donc, dès que vous êtes en situation de peur, pensez amour. Pensons amour. Cette pensée va éliminer la peur immédiatement. Le travail ésotérique, pour atteindre cet idéal ésotérique, ça peut être long. Chacun son rythme, mais on n'est pas conditionné par le temps. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas de compétition surtout. Et ce travail est indispensable pour analyser l'environnement sans qu'il soit faussé par nos propres ressentis. Le but de l'idéal ésotérique, c'est d'arriver à un détachement émotif maximum, ce qui nous libère du réflexe de jugement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on finit par manquer d'empathie ou qu'on devient froid ou détaché. Le principe, c'est de remplacer l'émotion par le sentiment. Émotion par sentiment. Pour les astrologues, l'émotion, c'est la Lune et le sentiment, c'est Vénus. Ne plus rien se ressentir émotivement, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'aimer ou de détester. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on est capable de se détacher suffisamment de la situation pour pouvoir agir de façon concrète. Je me souviens de mon médecin qui me disait si je pleure chaque fois que je vois un malade, si je tombe malade avec mon malade, ben je serai un mauvais médecin, je pourrai plus soigner mon malade. Donc je suis bien obligée d'être détachée. C'est un excellent exemple par rapport au détachement émotif qui n'empêche pas la compassion. Ce sont deux choses bien différentes. Maintenant, on va parler du rôle du karma dans l'idéal ésotérique. Quel rôle joue
le karma dans l'idéal ésotérique. Je vous rappelle que le karma, c'est surtout une énergie d'inachèvement. Elle n'est pas nécessairement négative, on en a déjà parlé. Et c'est nos réactions à notre environnement qui nous permettent de le traiter. C'est-à-dire c'est nos réactions qui conditionnent notre karma. On peut l'accepter comme inévitable, l'accueillir comme une épreuve importante dans l'apprentissage de la vie, et c'est alors une occasion d'évoluer et de briser les liens karmiques en cherchant en nous les causes de ces problèmes karmiques, en acceptant les conséquences, mais on peut aussi, parce qu'on ne peut pas annuler les effets du karma sans agir sur ses causes. À ce moment-là, on peut invoquer les seigneurs du karma, l'ange des ténèbres. Les seigneurs du karma nous aident à régler les problèmes karmiques. La vie est une école et non un châtiment. En la considérant comme une école, nous changerons notre comportement. Pour ça, il faut renoncer à son ego pour préférer le bon et l'agréable à l'envie d'amélioration, au plaisir ou à la douleur. C'est-à-dire que l'ego nous empêche de nous améliorer et de ce fait, il nous maintient dans la douleur, apparence trompeuse. Les anges du karma, l'ange des ténèbres, ils vont nous révéler ce qu'on appelle le sentier des mystères, le sentier du mystère. J'aime bien cette expression. Si on fait le choix de nous améliorer, l'ange des ténèbres deviendra notre initiateur avec un grand I majuscule, et il nous montrera le sentier avec un S majuscule. Dans le langage des mystères, l'initiation l'ange des ténèbres suit l'invocation des seigneurs du karma, c'est-à-dire je médite en invoquant le seigneur du karma, les seigneurs du karma, et je recevrai une réponse de l'ange des ténèbres. Si nous invoquons l'initiateur, donc l'ange des ténèbres, il se manifeste et demande le mot de passe. Et qu'est-ce que c'est que ce mot de passe? Dans ce cas, c'est toujours que ta volonté soit faite. Mot de passe, que ta volonté soit faite. Et si nous donnons la bonne réponse, nous serons admis au temple des mystères. Évidemment, tout cela est très symbolique. Ça va se passer au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis. Mais je pense que certains arriveront à avoir l'ange des ténèbres qui deviendra l'initiateur, et que certains arriveront à voir ce sentier du mystère. Plus concrètement, ça veut dire que nous devrons vivre une épreuve capitale qu'il faudra surmonter grâce aux principes spirituels, et ce sera la réponse à la question. Que ta volonté soit faite. L'ange de ténèbres nous demande le mot de passe, que ta volonté soit faite, la réponse à la question. Et nous passerons alors de l'autre côté du voile, ce qui nous permettra de ressentir la vie dans son essence spirituelle et non plus en sensation physique. C'est-à-dire que petit à petit, nous verrons tous les côtés positifs de la vie, ce qui nous rendra plus heureux, au lieu de n'en juger que les aspects négatifs qui nous maintiennent dans la douleur. La clé d'accès à notre lien karmique est l'acceptation totale de notre destin comme leçon nécessaire à notre évolution spirituelle pour atteindre la sérénité et le bonheur, quel que soit ce que nous vivons. Le karma accepté est presque déjà dépassé. Une leçon comprise n'est plus à réapprendre, car le but du karma n'est pas de nous briser, mais de nous construire. Important. Le but du karma n'est pas de nous briser, mais de nous construire. Notre souffrance ne vient jamais de notre karma, mais des efforts que nous faisons pour y échapper. Donc, en prononçant le mot de passe, les mots de pouvoir, que ta volonté soit faite, nous nous mettons en harmonie avec la force cosmique
et nous ne serons jamais atteints dans notre désir d'amélioration spirituelle. Par contre, il va nous demander de renoncer à la vanité, à la cupidité, à la lâcheté et à la paresse. Si vous vous souvenez des vidéos sur les vertus et sur les vices, tout ça, ça relève de l'ego. Tant qu'une situation nous trouble, c'est que nous ne la maîtrisons pas et elle se représentera sans arrêt de vie en vie jusqu'à ce que nous comprenions la leçon à en tirer. On sait qu'un karma est coupé, qu'un karma est résolu, qu'un karma est dissous, quand une situation qui nous faisait souffrir avant nous laisse maintenant indifférents, ou même que nous arrivions à en rire, à la mettre dans la lumière et à comprendre qu'elle était nécessaire. À ce moment-là, le karma est coupé. Nous avons réussi à pardonner. Pardonner, je vais y revenir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le karma n'est pas une fatalité. Rien ne nous oblige à subir notre karma. On peut aussi demander l'implant neutre, je vous en ai parlé. À ce moment-là, l'implant neutre dissout le karma et on peut totalement et définitivement le liquider pour passer à la suite. On peut aussi décider tout simplement que le karma n'existe plus, que nous choisissons de continuer sans lui, que nous renonçons à tout passé douloureux pour nous consacrer à notre avenir rayonnant. À ce moment-là, c'est comme si on posait des valises, on abandonne les valises du karma et continuer sans lui, pour continuer sans lui. Cette libération nous est offerte par les énergies supérieures. Elle ne dépend que de notre capacité à pardonner ce qui relève de l'ego. Sans pardon total, la libération du pardon, on ne peut pas résoudre le karma. Très important. Résoudre le karma, c'est pardonner. Maintenant, je vais vous parler du principe de la réincarnation. Le souvenir des vies antérieures nous révèle l'immortalité de l'âme et son détachement du plan matériel. Le moi supérieur appartient à l'individualité qui nous mène à l'unité, avec un grand U majuscule. Le moi supérieur, nous le gardons de vie en vie. Pour les astrologues, il est symbolisé par Uranus. Le moi inférieur appartient à la personnalité, au masque. Il disparaît à la mort physique. Le moi inférieur, pour les astrologues, ça correspond à Jupiter. Alors, après la mort, qu'est-ce qui se passe? Le corps physique se désintègre, puis le corps éthérique se désintègre, puis le corps astral, puis le corps mental. Et à partir de ce moment-là, le moi supérieur qui entre-temps est passé d'un corps à l'autre, le moi supérieur de l'incarnation va fusionner avec le moi supérieur de l'autre côté du voile, qui lui est éternel. Donc le moi supérieur éternel absorbe le moi supérieur de l'incarnation, ce qui lui permet d'évoluer de plus en plus. C'est le principe spirituel qui reste, incarnation après incarnation, et c'est ce qu'on appelle l'essence éthique, qui est la somme des expériences de chaque vie terrestre. Tous les souvenirs de la vie terrestre sont emmagasinés dans ce qu'on appelle la kasha, ou aussi la cache, ou les annales akashiques, une bibliothèque, la bibliothèque akashique, qui est l'éther réfléchissant l'aura de la terre. Les annales akashiques, la kasha, la cache, c'est un lieu énergétique, donc dans une dimension différente, qu'on peut imaginer comme une immense caverne de cristal où chaque être a son cristal personnel qui se programme, se reprogramme, viennent s'accumuler toutes les expériences de la vie actuelle, mais ce programme contient aussi ce cristal contient aussi tous les souvenirs de nos vies antérieures et toutes les probabilités, toutes les potentialités de nos vies futures. Donc certaines personnes savent se rendre dans les annales akashiques, tout le monde en est capable, c'est juste un travail à faire.
et ça peut nous permettre de découvrir tout ce que révèle notre passé, nos vies antérieures, mais aussi nos vies futures. Dans la vie actuelle, ces vies antérieures réapparaissent souvent par flash et on les reconnaît, on reconnaît les souvenirs de nos incarnations à l'émotion qu'elles provoquent et la plupart du temps, c'est l'impression du déjà vécu et l'impression de connaître une personne qu'on nous présente pour la première fois, qu'on rencontre pour la première fois. Chaque fois que vous avez une impression de déjà vécu, chaque fois que vous rencontrez une personne et que vous avez l'impression de la connaître, alors que c'est la première fois que vous la rencontrez, vous êtes dans une situation karmique, c'est-à-dire c'est le retour de vos vies antérieures. Soyez attentifs à ça, vous aurez beaucoup à apprendre de cette expérience. Très important dans l'idéal ésotérique, une fois que l'expérience est faite, une fois que le travail est fait, quand la méditation est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut revenir ici et maintenant dans notre monde de troisième dimension où nous avons notre mission terrestre à accomplir. Alors, la meilleure façon de revenir ici et maintenant, c'est de manger ou de boire. Donc, manger une pomme, manger un carré de chocolat, un morceau de pain, buvez un verre d'eau, n'importe quoi, mais ça va vous permettre de revenir immédiatement dans l'ici et maintenant. Donc, après la méditation, prévoyez toujours quelque chose à grignoter ou un verre d'eau. Ça, c'est très important et c'est d'ailleurs un des dangers de l'idéal ésotérique, des travaux ésotériques. Lorsque l'invisible devient physiquement visible et audible, les plans débordent les uns sur les autres et ça peut provoquer des troubles mentaux si on ne revient pas ici et maintenant. Dans ces cas-là, il faut arrêter l'ésotérisme jusqu'au retour total dans le plan physique. Donc les troubles mentaux les plus connus, c'est en général les maladies mentales, les psychoses, entre autres celle qu'on appelle la schizophrénie ou la paranoïa. Je ne suis pas médecin, hein, donc je ne donne pas de diagnostic, mais au niveau ésotérique, ces influences de plans qui s'entremêlent et qui restent visibles, hein, les plans invisibles qui deviennent visibles et restent visibles, provoquent souvent ce cas de troubles mentaux, entre autres hallucinations visibles ou visibles ou audibles, l'impression d'être téléguidé des plans inférieurs. Et ça, c'est le danger des plans ésotériques, des travaux ésotériques, quand on se perd trop dans la spiritualité, quand on se perd trop dans les autres plans. Donc, après la méditation, un bon moyen de revenir ici et maintenant, je vous l'ai dit, c'est manger ou boire. L'idéal ésotérique demande quelques règles de vie. Entre autres, la simplicité de la vie, c'est-à-dire savoir différencier ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Cette simplicité doit comprendre l'ordre, la décence, la beauté et le repos qui contribuent à maintenir intact notre équilibre naturel. Mais elle doit aussi inclure les moyens de développer nos capacités. Donc, je vous rappelle, l'ordre, la décence, la beauté et le repos. Et savoir différencier ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Est-ce que j'ai besoin de changer de voiture alors que la mienne est toujours fonctionnelle? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter 50 robes alors qu'une ou deux ou trois ça suffit, etc. C'est-à-dire c'est tout renoncer au consumérisme et devenir une consommatrice, un consommateur conscient et responsable. Là, maintenant, on va parler d'une fonction ésotérique très importante qui s'appelle le magnétisme éthérique. Toute forme animée ou inanimée émet un champ magnétique d'énergie électrique. Tout est magnétisé sans arrêt. Ces échanges subtils sont vitaux et les rompre peut provoquer des maladies. Au magnétisme naturel s'ajoute tout le magnétisme technologique, hein, vos téléphones portables, nos télés, nos ordinateurs, tout ce qui arrive, tout ce qui est magnétique,
Toutes les technologies sont magnétiques et de plus en plus. Donc elles se combinent au magnétisme personnel, au magnétisme naturel. Certaines personnes ne le supportent pas, ça peut les rendre malades, ce qu'on appelle les électrosensibles. Si c'est votre cas, il y a plusieurs solutions toutes bêtes. Commencez par vous habiller en fibres naturelles, hein, coton, lin, laine, soie naturelle, etc. Ne portez jamais de synthétique, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, mettez des aumes, j'en ai souvent parlé, vous en voyez un derrière moi, là à côté de la magnifique cruche qui a été faite par un potier de mes amis, là. Donc le aume, mettez des aumes chez vous, partout, hein, ou sur les murs, ça rééquilibre toutes les ondes négatives. Buvez de l'eau, prenez des bains, prenez des douches, non les bains non, prenez des douches souvent, hein, surtout les cheveux. Les cheveux s'imprègnent énormément des énergies négatives, donc lavez au moins vos cheveux souvent. Et si vous le pouvez, sortez, allez marcher pieds nus dans l'herbe. Ça, c'est le meilleur exercice pour se reconnecter à la terre. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai un exercice pour faire ce travail. Mais c'est très important de rester connecté à la terre et au ciel. Le corps humain, c'est une pile électrique dont les impulsions nerveuses sont transmises le long des nerfs par des courants faibles. Le corps contient de l'énergie électrique utilisable. L'idéal, c'est de toujours rester connecté aux énergies telluriques et aux énergies cosmiques, c'est-à-dire que notre corps est un passage, est une pile entre ces énergies du ciel et ces énergies de la terre. Et dans l'idéal et pour une bonne santé, il faut toujours être connecté à ces deux énergies. C'est ce qui se fait par les chakras, la ligne des chakras. On en parlera dans une prochaine vidéo. La conductivité nerveuse du corps change d'une personne à l'autre, suivant entre autres l'influence de sa planète dominante. Donc pour les astrologues, je vous rappelle que, à mon avis, en tant qu'astrologue, la planète la plus magnétique est Uranus. On en reparlera aussi. Restez bien connectés entre le ciel et la terre. Nous sommes une connexion entre le ciel et la terre. Si ce n'est pas le cas, si la connexion se coupe, ça provoque des maladies. Alors, ce qui gêne aussi beaucoup, ce qui peut rendre malade, c'est de capter toutes ces énergies technologiques, toutes ces énergies artificielles, hein, provoquées par l'homme. La meilleure façon de s'en protéger, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique nous protège de toutes ces énergies nocives et les renvoie comme un bouclier. Un corps éthérique bien fait, hein, bien solide, bien nettoyé, renvoie toutes les énergies électrotechniques. Elles ne peuvent pas nous atteindre. Par contre, si votre corps éthérique est abîmé, s'il est fendu, s'il est coupé, s'il est déplacé, s'il est à côté de vous, s'il traîne derrière vous, c'est sûr que votre corps physique capte tout ce magnétisme artificiel et effectivement, ça peut vous rendre malade. Donc, on peut soi-même ramener le corps éthérique contre soi. Je vous les ai déjà montré comment faire. C'est peut-être un peu difficile dans le dos, mais à ce moment-là, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de le faire. Si vous commencez par ça, hein, ramenez votre corps éthérique contre vous, bien le recaler et bien corriger tout ce qui est coupure, déchirure, etc. Ça, c'est déjà une excellente protection contre les énergies électrotechniques. La conductivité varie d'une personne à l'autre, ça vient en grande partie à cause de ça, mais ça peut venir aussi pour les astrologues effectivement de la planète dominante. Une personne qui est lunaire va être beaucoup plus perméable aux émotions qu'une personne uranienne qui aura fait la différence, aura su dominer ses émotions et les transformer, les remplacer par les sentiments. Certaines personnes absorbent tout comme des éponges et d'autres ont vraiment un bouclier, ce qui permet de renvoyer tout ce qui est négatif d'où ça vient. Le magnétisme des parents est très important. Hein. Le magnétisme de la mère
rend l'enfant physiquement autonome. Hein. D'ailleurs, réaction classique, quand votre enfant se fait mal, qu'est-ce que vous faites? Vous frottez hein, sur l'endroit où il a mal, vous soufflez. Donc ça, ce sont des bases du magnétisme qui viennent spontanément, hein, même sans faire d'ésotérisme. Une mère a toujours tendance à faire ça à son enfant quand il s'est fait mal. Le magnétisme du père permet à l'enfant de se socialiser. À ce propos, je reviens sur une chose importante. Je parle de père et de mère. En réalité, c'est pas le père physique et la mère physique, c'est l'image paternelle et l'image maternelle. Ça veut dire que l'enfant sera équilibré tant qu'il aura une image paternelle et une image maternelle, quel que soit le sexe du père et de la mère. C'est pour ça qu'un couple homosexuel qui va adopter un enfant, si dans le couple il y a l'image paternelle et l'image maternelle, l'enfant sera équilibré. De plus en plus, de toute façon, il sera toujours plus équilibré dans ce style de couple que dans un couple père-mère sexualisé physiquement, mais où il y aura deux pères, où il y aura deux mères, où il y aura deux images paternelles ou deux images maternelles. Ce qui compte, ce n'est pas le père ou la mère physique, mais l'image paternelle et l'image maternelle. Pour les astrologues, image du parent du même sexe, c'est le secteur 4 et l'image du parent du sexe opposé, c'est le secteur 10. Voilà, maintenant on va passer aux exercices. Je vais vous donner deux petits exercices. Déjà, vous allez essayer de ressentir votre magnétisme personnel. Vous approchez vos mains, frottez vos mains. Ça, déjà, vous sentez, ça se chauffe, c'est le magnétisme. Ensuite, vous allez écarter vos mains et les approcher l'une de l'autre, hein, jusqu'à ce que vous ressentiez comme une boule d'énergie qui les arrête. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment précis, si vous voulez qu'elles se touchent, vous êtes obligé de faire le geste, vous êtes obligé de passer par la volonté. Donc, apprenez à ressentir votre magnétisme personnel. Hop là, vous voyez, à un moment ça rebondit. Entraînez-vous, hein, ça vient assez vite, c'est un exercice qui est facile. Quand vous ressentirez votre magnétisme personnel, vous pourrez commencer à l'utiliser. Hein. Hop, j'utilise mon magnétisme, je vous envoie toutes mes pensées d'amour, d'harmonie et de paix. Même à distance, parce que le magnétisme n'a pas de frontières. Hein. Même si vous êtes aux antipodes, vous pouvez recevoir le magnétisme que je vous envoie. Entraînez-vous à ça. Hop, ça rebondit et ça rebondit. D'ailleurs, vous voyez, les mains, elles s'arrondissent, hein, comme si elles se mettaient sur une boule. Donc, cette boule-là, c'est votre magnétisme personnel que vous apprendrez à utiliser. Je vous magnétise. Vous pouvez magnétiser un verre d'eau pour lui insuffler de l'amour, de l'énergie. Vous pouvez magnétiser n'importe quoi. Un bijou, hein, un bijou que vous magnétisez de chance et vous le portez, donc il vous apportera la chance. Vous pouvez magnétiser n'importe quoi, un vêtement, une pierre. Je travaille beaucoup avec les cristaux, hein, c'est ce qui se magnétise le mieux, mais vous pouvez magnétiser tout ce que vous voulez. Ce qui compte aussi dans ce domaine, c'est l'intention. Et par pitié, magnétisez toujours de façon positive, sinon gare au choc en retour. Ça, c'est le premier exercice. Apprenez à ressentir votre magnétisme personnel de plus en plus consciemment. Après, ben, vous pourrez travailler sur votre corps éthérique. Là, ce sera l'idéal, surtout la tête, parce que c'est ce qui capte le plus en général. Deuxième exercice, entraînez-vous à distinguer le corps éthérique des gens qui vous entourent. En général, c'est plus facile quand elles sont sur un fond sombre. Et petit à petit, vous devriez distinguer le corps éthérique qui fait comme une légère fumée autour du corps physique. Ça dépend des gens. Certaines personnes, il est pratiquement collé au corps physique. D'autres personnes, il est déplacé ou il traîne derrière, donc vous ne pourrez pas le voir. Mais la plupart des gens, non, ça peut aller jusqu'à 30 cm. Et si vous regardez les icônes et les images religieuses,
Le corps éthérique, c'est ce qu'on appelle l'aura, ce que vous voyez autour de la tête de Jésus, autour de la tête des saints. Donc, les artistes qui ont fait ces tableaux distinguaient le corps éthérique. Ce serait peut-être bon de réfléchir à ça, pourquoi cette notion qui apparemment à cette époque était spontanée, pourquoi ça a disparu. Donc rien ne vous empêche de recréer cette faculté de voir le corps éthérique des gens. En général, c'est comme de la fumée grise, blanche, bleue, oui, blanche, en général c'est gris-blanc, qui entoure le corps physique. Petit à petit, vous pouvez distinguer ce corps éthérique qui entoure chaque personne et qui est plus ou moins dense ou lumineuse suivant la personne. Ça donne aussi de bonnes informations par rapport à la réalité de cette personne. Ce sont les exercices d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'inscrire vos expériences dans votre cahier de spiritualité en indiquant bien la date et le lieu. Et vous pouvez aussi l'inscrire dans votre carte. Vous vous souvenez. Pour ceux qui ont demandé la carte, donc vous pouvez rajouter ces deux expériences dans votre carte de spiritualité comme vous voulez. Ça peut être une fleur, ça peut être un cristal, une couleur, un dessin, n'importe quoi. Ce que vous inspire ces deux exercices, vous pouvez les placer dans votre carte à l'endroit que vous avez décidé, qui correspond à vos souhaits. Et c'est comme ça que vous pouvez petit à petit monter votre carte de spiritualité. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous embrasse tous. Travaillez bien. Je vous dis à bientôt. Au revoir.